sais même pas ce qui se passe. Ok. Voilà, bonjour. Voilà. Voilà. C'est la suite. Dernier. Voilà. Bien, donc bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes en grande restriction là. C'est pas évident. On va essayer de se battre pour faire quand même le job, voilà. Donc je voudrais rapidement déjà partager. En attendant, voilà, je vais liker pour moi. Ensuite je partage. Ok, voilà. Bien. Donc le live, on va quand même lui donner un titre. Voilà. Thème, la conclusion de l'entretien de vente. Voilà, c'est ça le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, voilà, voilà. Alors, le titre. Ok, partager. Le titre. Bonjour. الحاج إبراهيم
Je suis sûr que vous savez mieux vous habiller que nous. Nous, on est encore des vieux, quoi. C'est des vieux, beaucoup d'ici, quoi. C'est vous les jeunes, là, qui avez la relève. Quand je vois comment est-ce que ces grands champions-là, comme Laye Bombasek, s'habillent, quand je vois comment est-ce que Zofoot s'habille, alors Laye Bamba me demande pourquoi en mode portrait aujourd'hui. Ben parce que c'est la dernière avant le Ramadan, c'est ça. Parce que le Ramadan m'a bien malmené pendant tout ce temps. Je suis un peu fatigué. J'ai pas trop, voilà, la tête à tout cadrer, vraiment. Donc c'est un peu nul aujourd'hui, mais bon. On va revenir la prochaine. En fait, je voulais faire Colonia aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas pu faire Colonia, mais je ferai Colonia la prochaine fois. Y a aucun problème. Voilà, bien. C'est vrai que voilà. Merci beaucoup, Laye, pour ta compréhension. J'espère qu'à la rentrée, notre live se fera à l'hôtel Colonia et vraiment. Ça va très très bien passer. Ils sont très heureux d'avoir travaillé avec Marketing TV Monde. Et je crois qu'ils sont, je dis bien, M. Traoré, le PDG, comme M. Fall, sont vraiment très heureux de recevoir encore Marketing TV Monde pour d'autres émissions. Voilà. Donc je crois que ça, c'est dû aussi à la qualité de travail que tu as fait. Et c'est excellent. Voilà. Donc je voudrais saluer aussi le grand prof Khalifa Diaby. Je regarde vos émissions, je suis heureux, que ce soit toi, que ce soit Laye Bomba, que ce soit, il y a l'autre jeune qui faisait l'émission sur l'entrepreneuriat, j'étais ébahi. Il y a aussi un autre, excusez-moi, je suis vieux, je ne garde plus les noms, l'autre qui fait le leadership qui est excellent, je ne parle pas de Tramé, vraiment, j'ai été extrêmement fier de voir ce que vous faites. Et je me dis que la relève est assurée avec des jeunes qui ont une meilleure compréhension des enjeux, qui sont plus en phase avec leur génération et qui savent mieux leur parler. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est une très très grande chose sur laquelle il faut continuer à s'améliorer. Voilà. Bonjour Diamantina. Voilà, Djadjef Laye Bamba. Non, vous faites bien le job. Des gens comme moi, comme M. Thiam, qui est excellent, comme Ngeban, nous étions là bien avant. Hein. Je crois qu'on a fait notre part du job et nous sommes heureux de vous voir bien faire le job. Voilà. Et nous aimons aussi beaucoup les innovations que vous faites. C'est très important d'utiliser notamment, voilà, M. Nian, excusez-moi, qui a fait un très très bon job. Vraiment, la dernière fois sur le marketing. Enfin, tous ces lives sont excellents. J'ai bien aimé le fait que vous ameniez des profs d'anglais comme Babali, comme bien d'autres. C'est très important de montrer aujourd'hui que on ne peut pas faire du management sans parler anglais. C'est impossible. Voilà. Comme on ne peut pas faire du management sans utiliser l'ordinateur. À ce niveau, les séances audacieuses de Laye Bombasek sur la statistique, sur les prévisions par Excel ont été géniales. Et je crois que tout le monde doit s'inspirer de ça. On doit apprendre les cours, connaître les bases, notamment par exemple en statistique, en technique, en sciences de gestion, tout ça, etc. C'est important de connaître les bases, de comprendre comment est-ce que c'est modélisé, à quoi ça sert. Mais très sérieusement, l'exploitation quotidienne, c'est de l'informatique, c'est notamment de l'automatisation. Et en entreprise, on ne calcule pas avec des machines. En entreprise, tout se passe sur des logiciels, voilà. Et c'est important que ceux qui ont regardé en tout cas ces logiciels de ces émissions de Laye Bombasek se disent que ils vous jettent la perche et que c'est une opportunité pour vraiment innover, aussi bien que les profs de statistiques et autres innovent dans leur démarche d'enseignement, les profs de finance, les calculs, tout ça, c'est très bien. Aller au tableau, tout ça, c'est très joli, mais on a maintenant nos ordinateurs, on a les vidéoprojecteurs, je crois qu'il est important d'utiliser ça, et puis de partager aussi vos fichiers avec les étudiants. Un enseignant qui garde tout pour lui n'est pas un enseignant. Ça aussi, c'est
C'est vraiment un facteur important sur lequel je veux sensibiliser. On ne peut pas dire je suis enseignant, si je donne ce que je sais, je n'aurai plus rien. Non. Un enseignant comment on appelle, a plus de savoir que ce qu'il donne. Il a plus de savoir que ce qu'il donne, ça c'est un. Deuxième élément aussi, un enseignant qui se dit je m'arrête à ce que j'ai, je ne vais pas me débrouiller, je ne vais rien chercher d'autre, c'est pas un enseignant aussi, c'est un alimentaire tout simplement. Voilà. Donc à mon avis, c'est très important que vous puissiez, en tant qu'enseignant, si vous avez des cours, que vous puissiez partager avec vos étudiants vos fichiers. Peut-être vous pouvez les mettre en format PDF, mais vos fichiers, vos formats de cours, les travaux dirigés, tout ça, je crois qu'il est important de les partager avec les étudiants. Voilà. Si vous faites des exercices sur Excel ou sur d'autres logiciels, je crois que c'est important de leur partager ça pour qu'ils puissent le savoir. Parce que le meilleur enseignant, c'est l'enseignant dont l'étudiant peut se détacher en se disant « je peux partir sans mon prof ». Mais si vous avez des étudiants qui passent tous les jours le temps à venir vous voir, vous appeler parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont très contents mais ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ont toujours envie de revenir vers vous, si vous en êtes heureux, c'est un gros problème. Vous devez être heureux quand vos étudiants se détachent de vous parce qu'ils ont assez pris pour pouvoir aller d'eux-mêmes. C'est très important. Il faut aussi se battre pour que vos étudiants soient demain des gens exemplaires, qu'ils puissent demain enseigner, être des coachs, etc., être des professionnels reconnus. Et ça, je voudrais que chacun d'entre nous s'y mette. Et la génération que je vois avec les Laye Bambasek, avec les Djabi, avec les Nian, avec les Khalifa, avec les Babali, tout ça, etc., c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Battez-vous, ayez confiance en vous, mais surtout progressez pour ne jamais être au même niveau. Quand on enseigne, on doit toujours être au niveau le plus élevé. Ça suppose de la recherche, ça suppose aussi de l'immersion dans le milieu professionnel, ça suppose aussi humblement apprendre de ses étudiants. C'est très important d'apprendre de ses étudiants. Les exposés que vous leur faites faire, les travaux de groupe, vous y apprenez. Moi, j'ai toujours encouragé les étudiants à m'épater, à m'apporter quelque chose. Voilà. Je raconte toujours cette petite histoire. En 2004, je crois, voilà, j'ai découvert le terme buzz marketing pour la première fois de la bouche d'un de mes étudiants à l'IAM. Voilà. Et ce n'était même pas un étudiant en marketing, c'était un étudiant en finance qui adorait mon cours. Donc, à chaque fois que je faisais cours, il séchait son cours pour venir faire le mien. Et un jour, il m'a dit, mais monsieur Khan, c'est quoi le buzz marketing? J'étais épaté, je ne savais pas ce que c'est. Je crois que c'était en 2003 ou quelque chose comme ça, 2004. J'étais épaté, je ne savais pas. Et c'est comme ça que je lui ai demandé la documentation, que j'ai moi-même fait des recherches. Et c'est là que j'ai découvert ce terme de buzz marketing. Voilà, pour vous dire. Et ça m'a fait énormément plaisir. Je le dis, ça fait quoi? Ça fait maintenant 15 ans, 16 ans que je le raconte. Et je le raconte toujours avec le même bonheur, parce que c'est toujours un plaisir. Et c'est comme ça que j'apprends quelquefois de mes étudiants. C'est comme tout ce qui concerne notamment le e-marketing, enfin les aspects référencement, etc. Je l'ai appris avec les étudiants qui étaient plutôt à l'Université du Sahel, voilà, avec qui j'ai appris. Comme j'ai appris aussi peut-être des nouveautés avec des étudiants qui étaient à l'IFAS, voilà. Donc je veux dire, on apprend aussi des étudiants. Et le savoir n'a de sens que si on donne et on gagne. Voilà, bien. Alors, donc je fais la dernière pour la saison, en tout cas, enfin la dernière pour la saison. Du moins, on va arrêter la saison avant la Korité, on va reprendre après la Korité. Donc c'est le dernier mardi, en fait, sur lequel on travaille. Donc on va essayer aujourd'hui d'être très très sage et de nous focaliser sur le thème. Le thème, c'est notamment la conclusion de l'entretien de vente, parce qu'on a traité tous les aspects, depuis la prospection, les outils de prospection, le fichier, tout ça, etc. La négociation, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on prépare la négociation? Comment est-ce qu'on fait l'approche dans l'entretien? Donc, comment est-ce qu'on fait aussi, comment on appelle ça encore? Comment est-ce qu'on fait la découverte du client? Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on fait l'argumentation? Comment est-ce qu'on traite les arguments? Ben, quand on a géré tout ça, ce qui reste, c'est conclure la vente. Alors, avant de conclure, je vais quand même vous faire rire rapidement, parce que hier, quand on a publié ça, il y a un monsieur très sympathique de la Senelec de Touva qui m'appelle, qui me fait, mais monsieur Khan, je suis en train de chercher une Niarel, alors je suis prêt à payer pour pouvoir écouter votre live. Alors, je lui ai dit, c'est pas la peine parce que les conclusions, c'est pour vendre. Maintenant, si tu veux négocier avec une Niarel, il faut aller voir Laye Bamba qui est à Touba comme toi. Il va te donner des astuces marketing pour conclure avec ta future Niarel. Et je veux pas être dans ce business-là. Voilà. Bon. L'autre aspect, c'est que j'ai vu hier une vidéo de Rugiso, notamment qu'elle a publiée sur une visite qu'avaient faite des petits-enfants de Serine Bamba
au calife actuel des Tidianes. Alors le calife actuel des Tidianes qui les recevait, discutait avec eux et faisait une petite plaisanterie. Et il leur a dit, alors, Seigne Fallou, il est adorable, je ne l'ai pas connu, mais il paraît qu'il est bien. Et une fois, il y a un monsieur qui est passé le voir pour lui dire, mais Seigne Fallou, il paraît que tu es extrêmement fort, que tout ce que tu pries pour quelqu'un, ça marche. Et moi, je suis un vendeur, et je voudrais juste que tu pries pour moi, pour que tout ce que je vende puisse vraiment marcher. Et Serigne Fallou lui dit, tu es super bien tombé parce que je suis un expert dans ça. Si je prie pour toi, tu marches. Alors je te donne les conditions de base pour que la prière marche. Les conditions de base, c'est vends un produit dont les gens ont besoin. Hein, et deuxièmement, vends à un prix accessible. Si tu le fais, ça marche. Alors donne-moi un témoin que je prie, tu verras, ça marchera. C'est énorme. J'ai adoré cette petite histoire. Donc je me suis dit, Serigne Fallou donnait déjà, il y a je ne sais combien d'années, un cours énorme de marketing quand nous, on n'avait pas encore découvert ce concept, ou en tout cas, quand on ne l'enseignait pas encore dans les écoles et les universités. Voilà, bien. Alors, donc, on va rapidement parler donc de la conclusion de la vente. Parce que quand on va en entretien, l'objectif, c'est d'arriver à conclure la vente. Conclure la vente, c'est pas forcément vendre, je l'avais dit dès le départ. Quand on conclut un entretien de vente, c'est pas forcément réaliser une vente. Comme je l'ai dit, quand on rencontre le prospect pour la première fois, l'objectif, ce sera plus de se dire, OK, je vais essayer de l'attirer, de l'intéresser, qu'il ait envie d'acheter. Pour qu'on puisse, lors d'une prochaine rencontre, ou d'une prochaine négociation, qu'on puisse arriver notamment à la conclusion. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que quand c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré une fois, peut-être à la deuxième fois, oui, l'objectif principal, ça va être de passer à l'acte d'achat. Ça, je crois que c'est des choses qu'on avait particulièrement bien expliquées. Bien. Alors, donc c'est un processus en entonnoir, entretien, généralité, etc. Ensuite, on essaie d'écouter le prospect qui va nous dire vraiment ce qu'il veut. Ensuite, quand on a bien compris, on va argumenter. Dans l'argumentation, on essaie de voir ce qui passe et ce qui ne passe pas. Ce qui ne passe pas, on essaie de les traiter en termes d'objection et vraiment de conforter le prospect ou le client. S'il est conforté, on passe maintenant à la finalisation, c'est-à-dire à l'aspect final. C'est le dernier point, donc c'est le dernier bout. C'est le bout le plus pointu, donc notamment le plus difficile, mais aussi le plus, enfin pas le plus difficile, mais le plus délicat. Voilà, c'est le mot. Si on le rate très sérieusement, ça va tomber. Donc il faut bien le gérer pour que ça se passe, pour que le temps qu'on a passé en amont puisse notamment être valorisé en aval. Voilà, bien. Donc la conclusion de la vente, c'est le moment clé de la négociation. Il faut bien le comprendre. Et comme je l'ai dit, le succès se construit pas à pas, au fur et à mesure que l'individu manifeste son intérêt, qu'il vous écoute, qu'il se dise ça m'intéresse, ça c'est qu'il sente que vous l'avez écouté, qu'il voit dans votre argumentation que vous lui apportez quand même des réponses, voilà. Donc il manifeste son intérêt, il montre son adhésion à vos arguments qui sont très très bien présentés. Et il présente des objections pour lesquelles vous lui apportez très sérieusement une répartie particulièrement correcte. Là, ça veut dire que très sérieusement, l'affaire est conclue et il faut aller maintenant vers la phase de la conclusion, donc notamment de la vente de votre produit. Okay. Alors, il y a quelques règles d'or à prendre en charge ou à prendre en compte lors de la conclusion de l'entretien de vente. Voilà. Le premier point, c'est qu'il faut laisser au client l'impression de l'initiative. C'est très, très important que le client ait l'impression qu'il a choisi librement de passer l'achat. Le forcing, on ne l'aime pas. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire de forcing. Même s'il semble tellement évident que le client en a envie, ne le lui imposez pas. Montrez-lui que c'est lui qui prend l'initiative. On reviendra tout à l'heure sur les techniques notamment, d'accord, qui permettent au client de sentir que c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui a dirigé notamment la décision d'achat, même si c'est vous qui avez fait tout le travail en amont. Voilà, bien. Le deuxième point sur lequel il faut faire très attention, c'est que surstocker, c'est en réalité motiver son client. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, voilà, c'est vous qui motivez votre client. Voilà, donc c'est comme le dit, je crois, Laïmomba ou quelqu'un d'autre, exactement, voilà, c'est à vous de motiver votre client. Bien, donc le deuxième point, je disais, c'est il faut savoir que quand on surstocke, on crée un client mécontent. Ne vendez pas au client plus qu'il n'en veut. C'est très important. Certains se disent, le client est intéressé, il en bave, j'en profite pour, au lieu de lui en vendre un, lui en vendre 10.
Vous lui en vendez 10, ça vient, il n'en a pas besoin, c'est un problème. Il va se plaindre. Vous lui en vendez 10, ça vient, il n'a pas de lieu où il peut le stocker, c'est un problème. Vous lui en vendez 10, ça arrive, et ça lui crée une immobilisation de capital qui fait qu'il ne peut pas avoir du cash pour acheter autre chose, il vous en veut. Donc, quand vous êtes avec des clients, soyez vraiment dans une dynamique relationnelle, partenariale à long terme. C'est jamais une histoire de je vais le tromper, je sais pas moi, je vais gagner dans cette affaire. Non. Pensez toujours à vos intérêts et aux intérêts du client, mais pensez surtout à la relation, à demain, après-demain, après-après-demain, etc. Et la fidélisation, je crois que c'est le thème sur lequel on viendra après la rentrée. L'idée, c'est de dire, gardons des clients, amenons-les à acheter sans que nous on fasse d'efforts. Mais pour ça, il faudrait que vous compreniez ces petites choses-là. Du genre, ne pas amener les clients à surstocker. Vous négociez avec un client qui vous dit, OK, bon, vraiment, vos ordinateurs m'intéressent, nous en aurions éventuellement besoin de 10, mais pour l'instant, je ne peux qu'en acheter que 2. Voilà, ce n'est pas la peine de lui dire, mais écoutez, monsieur, achetez-en 5, au moins 6, non, monsieur 2, etc. Si vraiment insiste qu'il veut commencer par 2, ne lui dites pas de prendre 3 ou 4 ou 5, laissez-le prendre 2. Et justement, en prenant 2, il veut essayer, justement. Et il vous donne l'occasion d'un challenge pour que vous puissiez démontrer que vous êtes bon dans le traitement du client, dans le service, dans la rapidité, dans l'empathie, dans la proactivité. S'il est vraiment convaincu dans sa tête que c'est bien, s'il voit que le service est génial, ça correspond à ce qu'il veut, c'est lui qui vous appellera pour vous dire, en fin de compte, j'en veux plus que 10, j'en veux 20. C'est comme ça qu'on fait. Mais si vous voulez tout de suite forcer, ça ne marchera pas. Troisième élément à prendre en charge aussi dans la phase de conclusion, c'est notamment toujours avoir à l'esprit la notion ou le concept de service. Il faut comprendre que quand on vend quelque chose, on vend une globalité. Je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos, parce que j'aime bien ces concepts d'orientation client. Les clients, je disais le vite, les clients n'achètent pas des produits ou des services, ils achètent des solutions à des problèmes. Donc ne réfléchissons pas produits quand on vend, ne réfléchissons pas services quand on vend, réfléchissons solutions qu'on apporte aux clients. C'est très important. Je l'avais dit dans la déclinaison du prix, quand on vend, on ne sort pas le prix en disant ça coûte tant, sortez tout ce qui va avec le prix. Vendez une globalité, une solution. C'est très important. Vraiment, j'en ai beaucoup parlé. J'ai même dit que les commerciaux qui vont sur le terrain, qui voient que les clients ont besoin d'autres choses, ils n'ont qu'à le dire à leur manager pour que le manager puisse étoffer l'offre. Les clients ont besoin d'une offre globale. C'est très important. Ça, Vandermeer l'a mis en évidence depuis très longtemps. Il faut bien qu'on comprenne ces choses-là. Donc, ayons une approche globale. En disant au client, ce n'est pas seulement le produit que je vends, mais en lui montrant comment est-ce que vous allez aussi ne pas l'abandonner, mais continuer à, notamment, prendre soin de lui. Et ce service, ça peut être juste des services customer care par téléphone, notamment au centre d'appel, ou bien tout simplement des appels téléphoniques, ça peut être un autre type de suivi, ça peut être de l'installation, tout ce que vous voulez. Mais même si vous vendez un produit où il n'y a pas de livraison, il n'y a rien, au moins garantissez au client quand même que vous allez l'écouter, que vous allez l'accompagner, que vous allez même ensuite l'appeler pour savoir s'il est content ou pas et que vous restez à l'écoute pour toutes ces questions. Au moins pour qu'il se sache que vous ne l'abandonnez pas, mais qu'il y a une poursuite dans le cadre notamment d'une relation qui pourrait se construire dans le terme avec des bénéfices particulièrement réciproques, aussi bien pour lui que pour l'entreprise. Voilà, bien. L'autre aspect maintenant, c'est de savoir décortiquer les signaux d'achat du client. Ça aussi, il y a vraiment des signaux qu'on peut avoir dans la négociation. Et après avoir argumenté, il est très important de faire attention notamment à ces signaux d'achat qui peuvent intervenir et vous alerter que le moment est bon. Parce que le problème des commerciaux qui arrivent difficilement à vendre, c'est justement qu'ils n'arrivent pas à identifier le bon moment. Et ça, vraiment, c'est des secondes. Hein. Si ça passe, vous risquez d'amener le client à douter. Parce que le client, si vous arrivez à le convaincre, vous faites une bonne argumentation, il adhère complètement et qu'il voit que vous ne faites rien pour aller vers la conclusion, il va commencer à douter en se demandant, mais est-ce que cette personne est sûre de son produit? Est-ce qu'il n'est pas en train de me narguer? Est-ce que réellement je suis en train de prendre la bonne décision? C'est ce qui fait que quand vous négociez avec un client, vous négociez, tout se passe bien. À l'arrivée ou à la fin, il commence par se dire « Attendez, c'est vrai, mais donnez-moi du temps, ça va se faire plus tard, etc. » Voilà. Donc ça, c'est
C'est vraiment des choses sur lesquelles je voudrais vous inviter à réfléchir et à faire très très attention. Donc il faut identifier notamment les signaux d'achat. Les signaux d'achat, c'est d'abord quand le client commence par ne plus parler de ce que vous lui vendez, mais de ce qui va se passer après la vente. D'accord? Donc, quand il va commencer à vous dire, oui, mais comment ça se passe? Comment se passe le service? Alors, votre garantie, mais si j'ai besoin de tel, alors, non, il commence maintenant à parler de ce qui va se passer après. Il va commencer à vous demander quels sont les services, comment le service va être fait, est-ce qu'il pourra vous appeler sur votre portable, est-ce qu'il devra plutôt, est-ce que vous avez plutôt une plateforme sur laquelle il va vous contacter, etc. Quand il commence à parler de ce qui va se passer des services après la vente, il est déjà donc quelqu'un qui pense qui en tout cas accepte dans la perspective d'utiliser ou d'acheter votre produit, d'accord? Il est important aussi quelquefois d'identifier un autre type de signal, c'est quand le client vous sort une série de oui, quand vous faites une récapitulation de vos arguments. Est-ce que vous conviendrez avec moi? Ah oui, monsieur, ah oui, ah non, mais vraiment votre produit, oui, monsieur, etc. Quand il vous sort des oui comme ça, qui ne sont pas des oui de la tête, mais des oui de la tête et qu'il sort oralement, ça veut dire qu'il est intéressé, qu'il est prêt à passer à l'acte d'achat. Donc là aussi, c'est un signal pour vous dire, passez à la finalisation, passez notamment à la vente, à la formalisation de la vente. D'accord? Il y a aussi d'autres signes qui ne trompent pas. C'est quand notamment le client va sortir ce qu'on appelle des signes de détente dans la discussion. Notamment, quelquefois, le client peut être crispé. Il peut être crispé dans la négociation. Vous êtes là, il est rigide, etc. Et en certain moment, il se met en détente. Voilà, il se met sur son siège, il s'affale un peu, il commence à sourire, il commence à discuter. Voilà, donc quand on passe d'une situation de quelqu'un de crispé en vous écoutant à une situation complètement détendue, ouverte, ça aussi, c'est que le client, il est prêt. Ça veut dire qu'il est prêt, qu'il est intéressé, qu'il est en accord avec vous et sa sympathie le montre, d'accord? Un autre signal aussi, notamment, c'est quand le client, toujours, commence à envisager dans l'après-vente, pas seulement les services, mais les modalités, d'accord? Quand, par exemple, on va vous dire, le client vous dit, pour quelqu'un qui, par exemple, vend des ordinateurs, ah oui, mais écoutez, monsieur, moi, je vous ferai bien cet ordinateur sur, notamment des tables. Alors, je vous montre juste quelques tables. Alors, sur ces tables-là, si on devait mettre vos ordinateurs, comment est-ce qu'on pourrait les mettre? Il commence à envisager l'utilisation, les situations d'utilisation. Si c'est un décor, il commence à vous dire, mais où est-ce que je peux mettre le décor, etc. Quand le client envisage les situations d'utilisation du produit, là aussi, c'est un signal d'achat. Ça veut dire que le client est prêt à acheter, d'accord? Bien sûr, il y a aussi le fait que, comme on l'a vu avec les arguments, quand par exemple toutes les objections sont levées, quand le client fait des objections et que vous arrivez à lever les objections, il y a plus d'objections, vous avez répondu à toutes les objections, je crois qu'il faut directement passer à la conclusion de la vente. Alors, les techniques de conclusion, il y en a beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de faire du forcing, mais il s'agit d'amener le client lui-même, notamment à se dire que c'est lui qui a pris la décision. C'est ce que on appelle ça dans le jargon commercial la fausse alternative. On laisse toujours au client le soin d'avoir lui-même tout géré, alors qu'on sait que notre métier, c'est justement de diriger tout vers un résultat. Mais c'est pourquoi la psychologie est la première qualité dans le métier commercial et même dans le métier du marketing. Voilà, bien. Donc, conclure de plusieurs manières. On peut conclure en utilisant la technique de l'anticipation. C'est-à-dire, on va faire comme si le client avait déjà acheté le produit. D'accord? Donc, on commence par sortir le contrat avec tous les éléments. D'accord? Et on va commencer notamment à discuter avec les clients en présentant aux clients les clauses. Oui, mais monsieur, justement, pour le produit, voilà, les clauses sont là. Alors ça, c'est un truc très intéressant, etc. On commence à lui présenter les éléments du contrat. On considère qu'il va signer. D'accord? Et on va lui remettre les documents. On va à lire, à regarder, à parapher et notamment à signer. On lui indique là ce qu'il doit signer. Donc là, on anticipe. Et généralement, ça marche. Le client est prêt. Vous lui présentez le document, ça peut marcher. D'accord? L'autre aspect, c'est qu'on peut utiliser aussi le regret. Mais le regret, on l'utilise quand le client veut différer son achat. Quelquefois, le client va être vraiment au top, il est intéressé, mais il va vous dire,
Écoutez, monsieur Kahn, bon, votre produit est très intéressant, mais bon, écoutez, repassez le lundi, on fait la commande, ou bien repassez mardi, on fait la commande, ou bien la semaine prochaine, on fait la commande. Bon, là, le problème, c'est qu'on a fait tout le travail commercial, tout a été réglé. Au dernier moment, le client vous dit, je suis super intéressé, mais on repart à demain. Il ne faut pas accepter à demain. Donc, il faut commencer à utiliser une technique, notamment, qui est une technique de la vente transactionnelle, mais qu'on va utiliser en vente relationnelle quand même, pour dire au client, attendez, vous risquez quand même, en différant votre achat, de perdre un certain nombre d'avantages. Donc, on va appeler ça le regret, on va dire, voilà, on joue sur l'urgence. Voilà, en faisant comprendre au client que on lui a offert une superbe occasion d'avoir un produit dans les conditions les meilleures possibles, d'accord, et que, en tout cas, différer l'achat n'aurait certainement aucun sens parce que vraiment tous les éléments sur lesquels la discussion portait et abouti à un accord, voilà. Donc peut-être l'idée aujourd'hui, c'est déjà de signer un contrat. Maintenant, les modalités de mise en œuvre, ça oui, on pourrait en discuter, les modalités de paiement, tout ça, on peut en discuter. Mais arrivons à un contrat, à un bon de commande, une facturation, etc. Formalisons tout ça et après on travaille sur la mise en œuvre. Voilà. Donc ça, pour que le client comprenne que s'il ne le fait pas tout de suite, il risque peut-être de perdre un certain nombre d'avantages. Donc ça, c'est important de lui montrer que votre produit, en tout cas, vous lui présentez une offre qui en réalité présente des avantages particulièrement importants pour lesquels il peut gagner tout de suite, d'accord? L'autre technique qui est utilisée, c'est la technique de l'alternative. Voilà. C'est quand le client est là, vous avez par exemple 2 ou 3 produits, ou bien vous avez 4 ou 5 services, ça dépend. Pour vraiment faire la transition, vous allez dire, bah, écoutez monsieur, alors nous avons des ordinateurs avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous en avons aussi plutôt des 512. Alors vous préférez plutôt prendre des 512 ou des 128 ou vous allez faire un mélange, un mix. Et là, on va dire au client, l'idée c'est de dire au client, fais le choix. Mais la décision d'achat est déjà obtenue, ça c'est absolument clair, voilà. Et le client va faire son choix en disant, bah, écoutez, moi je préfère plutôt les 512 parce qu'on a plus, etc. Les 128 ça m'arrange pas tellement, etc. Bah écoutez monsieur, allons-y sur les 512, donc ce sera pour 5, etc. 10 et tout, voilà. On travaille sur ça et on finalise la documentation pour aller vers la conclusion. Et l'idée ici c'est que c'est une fausse alternative en fait. Le client va faire son choix en pensant que c'est lui qui a tout géré, alors que vous lui donnez juste l'impression que c'est lui qui achète. Parce qu'il est important dans l'achat que le client sente sa liberté d'avoir acheté. Vous-même, vous l'avez remarqué, à chaque fois que vous achetez et que vous sentez que vous êtes contraint, généralement, vous revenez en arrière. Mais quand vous sentez que vous le faites par votre feeling, par votre envie, ben, plus vous vous sentez libre de faire votre choix, plus vous allez valider et réaliser ce choix-là. Voilà, bien. Une autre méthode qui est utilisée, c'est la méthode comparative. Voilà, donc ça aussi, c'est quand les clients a envie d'acheter, vraiment veut passer à l'acte d'achat, mais pense quand même aux offres de la concurrence en disant vraiment votre produit est parfait, il est génial, voilà, vraiment, mais seulement quand je vois par exemple, le concurrent, votre concurrent quand même il coûte 5% moins cher, c'est vraiment ça aussi qui me gêne un peu. Donc là, il vous rappelle au dernier moment ces petits trucs-là, ben, vous allez faire ce qu'on appelle une approche comparative, c'est-à-dire vous allez notamment faire une compensation en montrant tous les avantages que vous avez et que le concurrent n'a pas. Ça peut permettre notamment de pouvoir amener le client à bien reconsidérer les avantages et vous allez passer à la vente. Voilà, bien. Alors, M. Diaby me suggère un très bel exemple. Vous prenez tout de suite, ou je vous le fais livrer. Voilà, une alternative. Très bien. Donc ça, merci Diaby, Khalifa, c'est génial. Ça aussi, c'est une technique alternative qu'on peut utiliser. Voilà, c'est tout de suite, ou bien on vous le fait livrer. Voilà, ça aussi, le client a l'impression qu'il choisit lui-même et généralement, ça peut passer. Voilà. Et ça, on le fait, attention, quand on a les signaux d'achat, pas avant. Hein, parce qu'on sait que le client est prêt à acheter, on lui facilite la prise de décision. Voilà, bien. Donc, l'autre aussi, c'est notamment la technique indirecte. C'est notamment, comme je l'avais dit dans les arguments, quelquefois on peut, quand on a 5, 10 bons arguments par rapport à une demande, s'il y a 10 ou bien s'il y a 5 attentes identifiées, on peut sortir 4 arguments
et garder un argument qui est l'argument mortel et ne pas le sortir. Voilà. Ce qui fait qu'à l'arrivée, quand on traite les objections et que les clients continuent à dire oui, mais monsieur, votre offre est vraiment très intéressante, mais mon problème, c'est la garantie. Et vous lui dites, ben justement, monsieur, je voudrais effectivement vous rappeler, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, nous avons la meilleure garantie du marché. Nous avons une garantie de 6 mois et c'est la meilleure garantie du marché. Et le client va dire, ah, vous avez une garantie? Ah oui, monsieur, vraiment, c'est pourquoi je ne souhaite pas que cela vous passe sous le nez. C'est vraiment l'occasion en or. C'est l'affaire en or et ce serait un plaisir pour nous de vous compter parmi notamment notre groupe de partenaires, ou en tout cas notre portefeuille partenaire. Et le client va dire, ben, il n'y a que ça que j'attendais et il va signer parce que vous avez gardé l'argument chat. Ça aussi, c'est une technique qu'on peut utiliser. Voilà. On peut aussi utiliser la technique notamment de l'identification parce que quelquefois le client il va se dire ok, ce que vous me dites c'est tellement beau, hein. Quelqu'un comme Lai Bombasek, quand il vous fait un argumentaire, mais vous tombez sous son charme en se disant mais c'est terrible, il va me tuer, je vais tout acheter. Voilà. Quelquefois le problème qui va se passer c'est que vous vous dites ok, tout ça c'est génial, mais ça semble tellement beau. Voilà. Et le client va vous dire, mais écoutez, ah, mais il y a des gens qui ont acheté ça, ah bon, etc. Il commence à poser certaines questions, et là, c'est pas compliqué. Sortez des références. Sortez des références, sortez des preuves, rassurez-le que ce que vous dites, c'est pas du rêve, que les belles choses dont vous lui parlez, ça sort pas de votre imagination, que les avantages d'autres clients l'ont vécu, d'autres clients l'ont apprécié, etc. C'est pourquoi c'est toujours important d'avoir le rating des clients, que ça soit sur votre site, que ça soit sur d'autres types de supports notamment. C'est important en tout cas de pouvoir toujours amener le client à vraiment bien apprécier votre produit. C'est bon pour rassurer d'autres clients. Voilà, bien. Donc la négociation se termine quand l'accord a été acté avec le client sur l'envergure de la vente. Et il est important, quand on vend, il est important de comprendre que la vente, c'est une négociation, mais au bout de la négociation, il y a un contrat de vente. Il y a un contrat de vente. Il y a un contrat de vente. Je le dis tout le temps, je le répète tout le temps, parce que les gens oublient la dimension juridique de la vente. La vente est un acte juridique. Et dans un acte juridique, ça, dans un contrat, le contrat étant un acte juridique du moins, le contrat a des conditions aussi du point de vue juridique. Dans le contrat, il faudrait que le consentement des co-contractants soit des consentements éclairés. C'est très important. Il faudrait que ceux qui signent sachent de quoi on parle pour pouvoir s'engager. C'est pourquoi un des rôles du vendeur ou du représentant commercial, quand il va en fin de négociation, c'est de pouvoir aussi faire un récapitulatif avec son client. Pas sur tous les points, mais sur les points clés, notamment sur lesquels la négociation a porté. Il est important de ne pas cacher certains points qui demain pourront être des sources de problèmes. Beaucoup de gens se disent, quand on fait des ventes, le client, quand il est au courant de telle et telle clause, il n'achète pas. Donc, quand on va en négociation, on va le lui cacher. Et puis, quand il aura acheté, maintenant, on va courir. Non, c'est rien. Le client ne va pas acheter. Ensuite, il va se plaindre. Bouche à oreille négative, vous perdez. Tout ce que vous aurez travaillé, vous aurez perdu 10 fois plus. C'est pas la peine. À mon avis, il faut voir comment présenter la chose et comment justifier notamment les clauses. Parce qu'une entreprise ne prend pas des décisions contre ses clients. Quand une entreprise prend des décisions, la décision, c'est toujours au profit du client. Le client, maintenant, peut ne pas le percevoir comme ça au départ. Mais c'est à vous de trouver les mots, de lui expliquer, de lui montrer que c'est pour vous. Et de lui apporter aussi des garanties pour lui montrer que les risques qu'il pense rencontrer ne seront pas là et que vous lui donnez juridiquement des garanties pour lui montrer que, notamment, les risques ne seront pas là. Donc, c'est un acte juridique. Donc, quand je vends, même s'il n'y a pas de contrat, il faudrait qu'il y ait une base juridique, c'est-à-dire des bons de commande. Le client peut faire un bon de commande. Voilà. Et l'avantage d'un bon de commande, c'est qu'il spécifie la commande en disant exactement ce que l'individu veut. Voilà. Ou bien, il peut tout simplement vous dire, voilà ce que je veux. Derrière, il y a des devis ou il y a des factures que vous allez faire quand vous vendez, vous faites une facturation. Dans la facturation, sortez les conditions, écrivez-les. Il ne s'agit pas seulement d'encaisser, écrivez-les pour qu'au moins, vous puissiez dire les conditions de la vente sont précisées dans le document. Que ça soit un contrat, que ça soit une facture, que ça soit
un devis, que ça soit un bon d'essai gratuit, tout ce que vous voulez, il faut mettre les conditions pour que les clients sachent quelles sont les conditions de la vente et que demain, ils ne puissent pas dire « je ne savais pas, vous m'avez trompé », etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très importantes. Voilà, bien. Donc, l'envergure commerciale de la vente, ça va être ce que vous vendez, la solution que vous apportez. C'est le produit, c'est le service, c'est éventuellement les options. Il faut que ça soit vraiment clarifié. C'est les modalités financières. Quand vous vendez, il y a des modalités financières. C'est quoi le prix? Est-ce que vous avez donné des marges? Est-ce qu'il y a des rabais? C'est quoi les modalités de paiement? C'est quoi les procédures de paiement? C'est quoi les délais de paiement? C'est quoi les procédures, etc. Donc tout ça, toutes les modalités financières là, doivent être très très clairement dites, écrites aussi. C'est très important pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou bien de j'avais pas entendu ou vous m'avez pas dit ça. Il faut vraiment formaliser ça. Troisième élément, toujours dans la conclusion à formaliser, c'est les services après-vente. Il faut bien clairement dire quels sont les services sur lesquels nous nous engageons. Il faut vraiment le documenter, le dire. Au moins, ou bien si vous n'avez pas de contrat, vous amenez au moins un flyer pour que l'individu, lors de la signature, ait un document qui dise très clairement, voilà la garantie. Quand je vois des vendeurs dire, oui monsieur, je vous fais une facture, et sur la facture, ils écrivent par exemple, garantie 6 mois, ça me fait rire. C'est quoi l'envergure de la garantie? La garantie, c'est un engagement contractuel. Est-ce que la garantie, c'est une garantie pièce? Est-ce que c'est une garantie pièce et main-d'œuvre? C'est une garantie jusqu'à quel niveau? C'est quel type de service qui sera fait, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut formaliser. Donc, c'est important de dire quelle est l'envergure des services sur lesquels nous nous engageons. Quels sont les services que nous allons faire? Et comment est-ce que nous allons les faire? Il y a peut-être des services qui seront gratuits et d'autres qui ne seront pas gratuits. Et tout ça, c'est pas une perte de temps. Écrivez-le. Mais annexez-le à vos, je sais pas moi, vos factures ou tout ce que vous voulez. Mais il faudrait que le client ait un document qui l'informe. Ce qui fait que ça le protège, mais surtout vous aussi, ça vous protège et ça vous permettra en cas de bouche à oreille négatif de pouvoir notamment vous défendre de manière extrêmement objective auprès de la communauté ou en tout cas des clients. Voilà, bien. L'autre point qui est important aussi à formaliser dans la conclusion de la vente, c'est le planning de livraison. Voilà. Donc, vous avez acheté, vous avez commandé, c'est bien, il faut qu'on se dise quand est-ce qu'on va livrer. C'est important. Et quand est-ce qu'on va livrer, il faut éviter de faire comme certains commerciaux. Non, monsieur, pas de problème, on va vous livrer. Non, c'est rapide. Non, d'ailleurs, non, c'est moi qui va le faire, etc. Tout ça dans l'enthousiasme. N'oubliez jamais qu'il ne faut pas mentir aux clients. Il faut montrer du sérieux quand on travaille. Il faut vraiment montrer de l'expertise. Et c'est important de dire au client, OK, bon, pour la livraison, laissez-moi vous... Si vous n'avez aucune idée de la livraison, proposez-lui de l'appeler l'après-midi ou de lui envoyer un mail, ou bien, et une astuce en lui disant, écoutez, monsieur, moi, je vais déjà enregistrer, on a des procédures internes, j'enregistre votre commande, et c'est après qu'on va générer notamment votre délai votre bon de livraison. Ça se fera dans la journée ou dans l'heure. Ça vous donne le temps, en fait, d'aller voir en interne comment est-ce qu'on peut organiser. Parce que, monsieur Dramé ne me démentira pas, la logistique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est compliqué. Le fondateur de Darty, je crois, la chaîne de distribution en France, disait que eux, quand ils sont venus, ils ont battu les autres sur le service. Mais ils ont été confrontés à des difficultés énormes parce que quand ils sont venus, ils ont dit que Darty livre à tout le monde je crois que c'est en 48 heures ou en 24 heures. Ils avaient dit, Darty, le contrat de confiance, on vous livre on vous livre 24 heures, quelle que soit votre commande. Et le problème qui s'est posé pour eux, c'est comment livrer chacun en 24 heures. C'est des problèmes logistiques énormes. Donc, Darty a dû focaliser toute sa stratégie, non pas sur ses magasins, mais sur son système de livraison, sur notamment toute la logistique commerciale. Voilà, bien. Donc, il est normal que quelquefois, vous vous engagez, vous dites au client, on vous livre demain, c'est pas possible, parce que c'est pas vous qui livrez. Donc, donnez une date sur laquelle vous êtes sûr. C'est très important vraiment d'être sûr là-dessus. Ensuite, comme je l'ai dit, vérifiez tout. C'est quoi les quantités, c'est quoi la qualité que vous demandez, c'est quoi le prix sur lequel on est d'accord, c'est quoi les modalités de livraison, etc. C'est fait quand c'est fini, là maintenant on peut vraiment tout formaliser, signer, on a les documents. Si c'est des livraisons à faire, si c'est des produits à livrer tout de suite, on les livre au client et on l'aide à même pouvoir savoir l'utiliser ou l'installer si c'est des produits qui ne sont pas des produits lourds et si la vente se fait directement sur le terrain. Voilà, bien. Donc ça, c'est vraiment
ces aspects qui sont importants. Maintenant, après la conclusion, on ne s'en va pas. On ne fait pas un rire aussi, comme je le dis. On ne va pas rire au client avec un gros rire en disant « vous m'avez fait mon chiffre d'affaires ». Il ne faut jamais montrer au client qu'on est plus heureux que lui. Jamais. Jamais. Quelle que soit la vente que vous avez réalisée. Pour une raison très simple, quelle que soit la valeur de son achat, vous lui avez donné la contrepartie en produit ou en service. Donc, il n'y a pas de gain. Voilà. L'autre aspect, c'est que vous êtes un ambassadeur. Vous devez toujours avoir la main haute. On ne peut pas être un représentant commercial d'un groupe qui compte 100, 200, 1000, 2000 personnes et être quelqu'un qui est heureux quand un client fait une grosse commande. Non, vous devez être plus fort que ça. Parce que l'ensemble des commandes de vos clients, c'est peut-être 10 millions de fois la commande unique de votre client qui est là. Il faut avoir de la tchatch. C'est très important. Il faut avoir de la hauteur et toujours être au bon niveau. C'est très important. Ne jamais être en situation d'infériorité parce que vous êtes un ambassadeur, vous êtes un représentant commercial, mais surtout vous êtes la vitrine de toutes ces personnes-là qui sont en entreprise. Voilà. Et toujours penser à demain. Si un client se dit qu'il vous a fait un bon chiffre d'affaires, il ne va plus vous respecter. Voilà. Et il faut qu'il comprenne que c'est lui qui a eu la chance de pouvoir décrocher une commande chez vous. Et ça, c'est à vous d'utiliser aussi toute la tchatch nécessaire pour le convaincre de ça. Donc, c'est important de projeter la relation pour pouvoir notamment mettre le client en confiance et lui faire comprendre que ce n'est pas juste un achat, mais ce n'est qu'un début d'une grande relation. Pour ça, donc, il faut indiquer au client le point focal, c'est-à-dire l'individu qu'il pourra contacter dans votre entreprise pour n'importe quelle demande. Voilà, donc laissez-lui des coordonnées. Si c'est vous, rappelez-lui, rappelez-lui votre numéro, etc. Si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est une plateforme, ou si c'est un centre d'appel, tout ça, etc., laissez-lui la carte, laissez-lui les informations, incitez-le à le faire, pour lui montrer qu'on a un point focal sur lequel, quand vous nous appelez, vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre, pour vous écouter, pour répondre à vos besoins. L'autre aspect, c'est quand vous avez un club client, lui remettre sa carte client. Vraiment, monsieur, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre entreprise et nous avons justement des cartes pour les clients avec leur numéro et avec des avantages qui vont avec, etc. Si vous en avez, donnez-lui. D'accord? Si vous n'en avez pas parce que vous êtes plutôt uniquement digital, ben, vous lui présentez votre page Facebook ou des trucs comme ça, vous l'aidez à le voir, à peut-être y aller et à le liker déjà. Au moins, il va le liker devant vous et ça permettra de montrer qu'il est déjà dans la maison. Voilà, c'est ça. L'autre aspect est faites tout pour que quand quelqu'un like ou vient en nouveau, que vous puissiez lui faire vraiment un bon accueil électronique. Ça, je parle des social media managers. Voilà. L'autre aspect, c'est lui indiquer clairement les procédures de prise de contact. Voilà. Qu'il sache que pour l'entreprise, quand il a besoin de temps, c'est comme ça qu'il doit faire. C'est très important. Parce que ce qui se passe, c'est que quelquefois, il y a des commerciaux qui vont vendre et après, il y a des procédures pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Et le client doit s'adresser à d'autres gens. Donc, quelquefois, ils ne le font pas. Le client passe son temps à les appeler. Oui, alors, il y a mon paiement. Alors que le gars, il ne s'occupe pas de paiement. Alors, on va l'appeler à minuit, 2 heures du matin, tout ça, etc. Mais pour tout ça, faites des petits trucs. Voilà, des petites cartes, des petits cartons, des petits flyers, etc. Rappelez au client, présentez-lui en disant pour tel c'est temps, pour tel c'est tel numéro, pour tel c'est tel numéro, etc. Si vous avez aussi un numéro de standard qui gère tout ça, donnez-lui le numéro de standard pour qu'il ne puisse pas passer son temps à vous appeler, mais qu'il puisse aussi à chaque problème avoir exactement aussi le bon interlocuteur pour avoir aussi la bonne réponse. Donc ça aussi, c'est très important de lui indiquer clairement les procédures de prise de contact avec l'entreprise pour toute demande future et lui laisser la documentation ad hoc. Voilà, bien. Il faut surtout, avant de partir, l'assurer de votre disponibilité et de vos engagements en termes de satisfaction de la clientèle. C'est très important de laisser cette bonne impression-là avant de partir. De montrer aux clients que vraiment nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. Vous avez fait un excellent choix. Notamment, nous avons un service d'une très très grande qualité et notre sacerdoce, c'est d'apporter à chaque client la plus grande satisfaction. Et pour vous, j'en suis déjà le premier responsable avant l'entreprise. Voilà, bien. Donc, je voudrais déjà vous montrer voilà, notre site qui est là, notre garantie qui est là, etc. Montrez-lui tout ce qu'il faut
pour lui montrer que c'est pas seulement une vente, mais c'est une relation. Et que votre objectif, c'est pas seulement de prendre son argent, mais c'est de lui apporter la plus grande satisfaction pour que la relation dure le plus longtemps possible. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'assurance du client. Voilà, bien. Le dernier point maintenant, c'est que ne partez jamais sans prévoir la prochaine rencontre. D'accord? Donc avant de partir, commencez par dire, bah, écoutez monsieur, on doit pouvoir vous livrer. La livraison sera à tel moment, donc je vais vous appeler à tel jour pour vérifier si la livraison a été bien faite, etc. Voilà, donc nous convenons ensemble, donc je prends note. Vous prenez note et vous allez un peu l'inciter à prendre note pour que vous sachiez exactement à quel moment est-ce que le prochain contact se fera, soit par téléphone, par visite, tout ça, etc. Vous allez noter une note dans son planning, vous notez dans votre planning. Et en partant, si c'est possible, bien sûr, la grande poignée de main, qui est le signe de l'accord. Ça, donc vraiment, faites-le. Ne revenez pas sur des choses un peu qui n'ont pas de chance, du genre oui, vraiment, je savais que vous êtes un Dioufène, je sais que vous êtes un grand Sérère, etc. Ces plaisanteries-là, il faut jamais que ça revienne enfin. C'est vraiment un petit peu au début, ça revient plus. Voilà. Ne revenez jamais sur la, comment on appelle ça encore, sur la familiarité. Voilà. Au contraire, restez dans votre statut, dans votre tenue d'ambassadeur, vraiment la main très haute. Saluez très très bien, vraiment saluez très très bien. Si vous ne pouvez pas saluer, faites un grand sourire. Voilà, montrez que vous êtes content, vous êtes heureux de l'accueillir notamment, voilà, et repartez avec la démarche la plus noble possible. Voilà, ne faites pas, marchez pas vite, marchez doucement, refermez la porte derrière, dites gentiment au revoir à la secrétaire et partez. Ne perdez pas de temps là-bas, ne souriez pas, un grand sourire pour montrer que vous êtes heureux, partez. Donc, c'est Google qui faisait un job que je ne lui ai pas demandé. Bien. Alors, je voudrais très sincèrement vous remercier de votre attention pour avoir suivi sur ce live. Voilà. Je voudrais vous souhaiter une très très belle fête de Korité, de l'Aïd el-Fitr. Voilà. Cette année, nous sommes gâtés. Malgré toutes ces histoires de Corona, nous sommes gâtés. Nous avons eu 2 fêtes religieuses qui se suivent. Vraiment, le carême chrétien qui s'est terminé, suivi du carême musulman. Je crois qu'il y a un signe dedans. Nous devons retourner à Dieu, que nous devons être beaucoup plus unis, que nous devons plus peut-être nous regarder encore, que nous devons arrêter la course, s'arrêter un peu, regarder derrière, nous regarder nous-mêmes. Peut-être qu'il y a un signe vraiment. Et je voudrais que chacun voit ce signe, qu'on arrête la course pour pouvoir s'arrêter un peu, regarder. C'est ce que Corona est venu nous dire. C'est peut-être aussi ce que Dieu nous dit. C'est peut-être aussi tout le sens de ces deux religions qui ont fait suivre leur jeûne. J'ai adoré le fait que le pape, les musulmans, les juifs, tous ensemble, aient décidé de faire des journées de prière pour l'humanité entière, parce que cette terre nous appartient. Parce que la religion, tout ça, c'est bien, la nationalité, tout ça, c'est bien, mais nous restons des êtres humains. Et Corona a montré que, tout, voilà, aujourd'hui, autant Facebook dépasse les frontières, autant Corona a dépassé. Je crois aussi c'est un enseignement que nous devons prendre, être beaucoup plus humble devant les choses, beaucoup plus nous aimer et nous apprécier. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà, bien. Donc, priez pour moi, je prierai pour vous. Apprenons à vivre avec le virus, c'est ce que le président a dit. Moi, j'augmenterai. Apprenons à battre ce virus. Voilà. Et je vois qu'il y a Maud Bassé-Hossein, mon jeune qui arrive, donc il me donne la perche pour donner un petit truc de football avant de vous laisser, parce que je suis très nul en football, je ne connais pas le foot, voilà. Donc je me suis dit, on ne va pas vivre avec le virus. On va casser la gueule au virus, c'est ça mon affaire, voilà, bien. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Bon, on va faire comme au football. Alors, on va considérer que le virus, c'est un peu comme le Barça, hein, il est rapide, il marque rapidement des buts, etc. Ben, au lieu de faire rapidement comme lui, on ne s'en sortira pas, ben, on va jouer comme Liverpool. Okay? On va vraiment jouer tempo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'éviter qu'il nous blesse en portant des protèges tibia, protèges coudes, tout ça. Ça va être ce qu'on appelle des masques. Voilà, donc ça va être des protèges qui vont faire qu'ils ne vont pas nous blesser, d'accord? On va essayer aussi d'éviter les pénaltys.
Et pour éviter les pénaltys, on les met à distance, on ne les touche pas. Donc là aussi, on va faire des gestes barrières pour éviter de les toucher, sinon ils auront des pénaltys, ils vont marquer des buts. Donc ça aussi, on va vraiment éviter, d'accord? Voilà, bien. On va essayer aussi, notamment, quand on va faire nos stratégies là sur le terrain, nos passes 1-2 là, qu'ils ne puissent pas comprendre. Voilà, bien. Donc quand on va tousser, on va essayer de tousser de manière très discrète, parce que si on touche loin, ils vont entendre nos stratégies et Corona va entendre nos stratégies et venir l'enlever. Voilà, bien. Donc, pour gagner, ayons une bonne stratégie. On va battre Corona en le tuant définitivement. Comment? En portant nos masques, en respectant la distanciation physique, ok, éviter les contacts, en préservant nos parents et les personnes à risque, d'accord, en essayant de ne pas ça dans l'air, mais en toussant dans un mouchoir, par exemple, ou dans le coude, mais dans le mouchoir, je crois que c'est plus propre, on va jeter ça, voilà. Et l'autre aspect, c'est que chacun va aider l'autre à respecter les règles. Ce qui fait que Corona n'aura pas quelqu'un d'indiscipliné qui va l'aider à se propager. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, ne vivons pas avec le virus, cassons la gueule au virus. Jouons un match sur lequel, au lieu de 90 minutes, on va jouer avec eux 120 minutes. Et je crois qu'avant avant qu'on aille vers comment tu appelles, les pénaltys là, Corona sera complètement mort parce qu'on aura marqué un bon 10-0. Voilà, bien. Donc ça, c'est celui qui ne connaît pas le foot qui donne un exemple sur le foot. Voilà. Bonne fête, reposez-vous bien, amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver certainement la semaine prochaine. Voilà, je vous salue tous. Voilà, merci beaucoup.